je pense qu'on n'a pas froid, ça va. C'est bon là? Ouais, c'est bon là, j'ai mis un peu le chauffage tout à l'heure. Donc ça va. Bien. Eh bien, écoutez, monsieur le maire, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de monsieur Devy, en tout cas. Et puis, on va passer un petit moment ensemble. Alors, je me mets en retrait. Hein. On va échanger et écouter effectivement vos questions. Voilà. Merci encore. Mais merci à vous, madame. Merci de votre accueil. Et merci, monsieur Devy. Ouais. Je vais commencer. On a des micros si on veut. C'est peut-être un peu plus confortable. Hein, voilà, c'est mieux que le micro? Voilà. Ça. Donc voilà, merci d'être venu, monsieur le maire. Donc, dans le cadre du club Sciences Po, hein, on vous fait intervenir comme ancien élève du lycée Chanzy, de Sciences Po Paris, de l'ENA. Donc c'est un parcours qui nous paraît intéressant pour parler donc, aux élèves du club Sciences Po, mais aussi au-delà. Hein, donc il y a des élèves qui ne font pas forcément partie du club et qui ont tenu à venir vous écouter. Je commence un petit peu, voilà, deux, trois choses, revenir un peu sur votre parcours. Je me suis permis une petite recherche internet. J'ai googlisé les copains d'avant, j'ai vu des choses un petit peu. Et je commençais par une question, je peux en avoir d'autres, mais l'idée aussi c'est que les élèves interviennent en fonction de ce que vous répondrez. Voilà. Alors, quand voilà, le parcours, hein, j'ai le lycée, je suis même allé chercher plus loin. C'est même un ancien élève du collège Bayard, de l'école Saint-Julien. Pourquoi, quand on part de l'école Saint-Julien, on peut avoir une belle carrière politique devant soi. Hein. Voilà. L'ENA est intégrée en 2002. Hein. Avant, c'était l'école supérieure des sciences économiques et sociales, l'ESSEC, hein, à Cergy, de 94 à 98. Hein, je reprends un petit peu ce parcours-là. Vous avez côtoyé les hautes sphères, proches du pouvoir, au sens où vous avez travaillé à l'inspection générale des finances, au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, de 2002 à 2005, hein, tout ça. Vous fûtes collègue de l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, conseiller technique au cabinet du ministère de l'Intérieur de 2005 à 2007, et vous ferez ensuite partie donc, du conseil de la présidence, à l'époque de la présidence de Sarkozy, 2007-2012, pour le développement durable, les transports, l'aménagement du territoire, la ville et le logement. Après cette envolée vers Paris, vous parvenez à concrétiser une trajectoire politique de premier plan, en parvenant à remporter l'élection municipale qui vous place à la tête de la ville de Charleville-Mézières depuis 2014. Vous n'êtes pas parachuté, dans la mesure où vous avez déjà participé à une première campagne électorale, puis donc, vous êtes vraiment d'ici, quoi. Enfin, donc, dans le cadre des élections régionales, hein, ça c'était en 2004, aux côtés de Jean-Claude Etienne et de Bérengère Poletti. Vous faites vos armes par rapport à la municipalité en 2008, pour la municipalité, donc aux côtés de Bérengère Poletti, vous êtes conseiller municipal à ce moment-là dans l'opposition. Vous perdez la législative en 2012 contre Christophe Léonard et en 2014, donc vous parvenez à un tour de force, vous remportez la municipalité, pourtant ancrée traditionnellement à gauche depuis longtemps, depuis sa fusion en 1966, à la tête d'une liste UMP, Modem, UDI, Société Civile. Et vous êtes réélu, hein, dans le C haut la main l'an dernier, avec 77% des voix dès le premier tour, pas mal d'abstention c'est vrai, mais un score quand même, on va dire, politiquement remarquable. Voilà. Une question me vient à l'esprit, c'est là-dessus que je voudrais démarrer. C'est que vous pourrez prendre le micro quand même. Vous dites, et ça c'est un de vos leitmotifs, et je le retrouve dans un article de l'Ardennais du 9 juillet 2020 par exemple, que vous passez votre énergie, on voit que vous en avez, à faire plutôt qu'à durer. Et que dans un poste comme celui que vous occupez demande donc un fort investissement, et ça on le voit, hein, et donc on ne peut pas faire ce mandat pendant voilà, éternellement. Enfin, voilà. Ma question que je pose, un peu pour taquiner, ne pas durer pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire finir, je passais la trivialité de l'expression, vider et prendre sa retraite à la fin, parce que voilà, c'est ce qui serait bien mérité? Ou bien, est-ce que ça veut dire, c'est peut-être que vous voyez ce que je veux en venir, même si on n'est pas Madame Soleil, on ne peut pas revenir à l'avenir, mais est-ce que ça veut dire viser quelque chose finalement de plus haut, qui permettrait, donc dans le parcours qui est le vôtre, de vous élancer vers des sphères plus hautes que vous avez déjà côtoyées?
Voilà. Alors, Voilà, ça finit. bon, C'est embêtant. non, pas du tout. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, effectivement, ce sont des questions qui se posent. Donc, moi, je suis là pour répondre à toutes les questions. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Effectivement, je pense que c'est important de se donner, de savoir quelles sont les limites qu'on se donne. Moi, la limite que je me suis toujours donnée dans mon engagement politique, c'est d'y avoir des choses à faire, des projets à accomplir. À partir du moment où je n'en aurais plus, où j'aurais le sentiment d'avoir fait le tour de problématiques, ou alors d'avoir, avec peut-être un sentiment du devoir accompli, on a mis en place, par exemple, une équipe pour prendre le relais, d'avoir, comme vous savez que j'y tiens beaucoup, suffisamment œuvré pour que, par exemple, le développement de l'enseignement supérieur à Charleville-Mézières se fasse de lui-même, que la ville soit, de ce point de vue, sur de bons rails. Je pourrais considérer effectivement, et je pense qu'il y aura un moment où je considérerai que je dois laisser la place, parce que quand on veut durer plutôt que faire, on commence par développer des comportements qui sont absolument contraires à l'intérêt de la ville qu'on vient de servir. Grosso modo, pour durer, à un moment donné, il faut éliminer les plus jeunes, les brillants, ceux qui arrivent et qui pourraient faire de l'ombre, qui pourraient compromettre le maintien, entre guillemets, au pouvoir. C'est pas dans l'intérêt de la collectivité d'éliminer une génération de gens qui ont envie de s'investir. Et donc, je crois que avant qu'il ne soit trop tard et qu'on commence à avoir des comportements finalement assez égoïstes et loin du service, parce que moi, ce qui me plaît beaucoup dans le parcours que j'ai, c'est d'avoir pu revenir dans ma ville, pardon, de ce possessif qui est dans la ville à laquelle je suis attaché et pour laquelle j'ai toujours eu envie, effectivement, de m'investir. C'était vraiment un rêve, et un rêve que j'ai réussi à concrétiser. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de très fort qui tient au fait de se rendre utile à une ville et à des habitants qu'on apprécie, auxquels on est attaché tout particulièrement. Donc, je pense que si à un moment donné, je n'étais plus persuadé de pouvoir apporter quelque chose, alors après, tout ça, c'est naturellement livré au débat public. Hein, pas de modestie de ma part. Bien sûr, ce qu'on fait peut être critiqué dans un sens ou loué aussi, c'est pas non plus interdit. Mais à partir du moment où j'aurai vraiment le sentiment de ne plus en avoir envie, en fait, c'est aussi une question et d'avoir un peu fait trop de sujets. Je crois que je passerai la main et ce sera mieux pour tout le monde, pour moi comme pour les autres. Alors, il y a une autre question qui était, est-ce que moi j'ai toujours pensé que alors je vous parlais tout à l'heure d'Emmanuel Macron, notamment une assez forte différence que j'ai avec lui sur ce point. J'ai toujours pensé qu'effectivement, il y avait en France, en quelque sorte, pour ceux qui ont fait des études du latin, etc., un cursus honorum. Et que le fait d'être élu local, de faire ses preuves sur le terrain, était effectivement une condition pour pouvoir accéder à d'autres fonctions, notamment des fonctions nationales. Emmanuel n'est pas du tout sur cette ligne-là. Si j'avais présenté à une seule élection locale, ça l'a empêché de devenir président de la République. Donc, sur le papier, aujourd'hui, on pourrait dire entre Emmanuel et Boris, lequel a raison. Il y en a un qui aurait plutôt démontré qu'il n'est pas nécessaire d'être élu local pour réussir. Je ne sais pas si aujourd'hui, le fait de ne pas avoir été élu local ne le dessert pas profondément dans la façon dont il a géré le pays. Et on voit bien aujourd'hui les difficultés qu'il peut y avoir, notamment dans la crise sanitaire, à associer malgré tout les territoires et à les emmener, à les associer et à les intéresser au processus qu'on cherche à mettre en place, soit la vaccination ou le dépistage. Donc je ne suis pas certain qu'aujourd'hui ça ne lui aurait pas été d'un assez grand profit d'avoir lui aussi eu une expérience d'élu local. Et donc voilà, à partir du moment où on fait des choses qui réussissent, on peut peut-être effectivement, cette fois-ci sans doute recueillance, penser à s'investir dans d'autres domaines. Donc, on verra. Moi, j'ai honnêtement, je sais que ça surprend toujours beaucoup mes interlocuteurs quand je dis ça, j'ai pas vraiment de plan de carrière. Sinon, je crois qu'après l'ENA, comme d'ailleurs beaucoup me le conseillaient, jamais je serais revenu me présenter sur un territoire qui,
pour les idées qui étaient les miennes. J'étais du centre droit et paraissait quand même pas vraiment le meilleur endroit de France pour être élu et obtenir des responsabilités. Je l'ai fait parce que c'est plutôt tripes qui ont parlé, plus encore que mon cœur, qui était de venir dans les Ardennes, là où j'étais né, là où j'avais grandi, là où j'ai vu aussi mon grand-père, d'ailleurs, lui était maire socialiste de sa commune, s'investir pendant des décennies, et c'est ça qui, je crois, m'a donné envie de m'engager. Donc, je n'ai pas vraiment de calculer ce que j'ai fait par rapport à un objectif ou un but à atteindre. Je pense que d'ailleurs mieux comme ça, on est beaucoup plus heureux dans ce qu'on fait. Et puis, si la vie, en revanche, ou si les circonstances politiques amenaient à proposer d'autres opportunités, là je ne vais pas faire l'affront de vous dire que ça ne m'intéressera pas. On regardera ça de près également, bien sûr. Vous êtes un homme du terrain. Et politique est aussi forcément aussi un homme du kairos, au sens en grec de l'occasion qu'on saisit et qui se présente. Voilà. Et ma question elle porterait un peu, vous répondez déjà, enfin, dans la continuité, un petit peu comment ça s'est présenté pour vous, cette carrière politique. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, comme quand on est petit et qu'on veut faire ça depuis tout le temps, ou quand est-ce que ça s'est imposé? Est-ce que les choses se sont imposées? Est-ce qu'elles sont venues on parle à des étudiants qui se destinent vers Sciences Po et pas seulement, et vers d'autres choses. C'est tout simplement les questions humaines, de comment on se dessine une vocation, si on peut parler de vocation ou cette impulsion pour ce qu'on va faire. Pour vous, comment ça s'est passé? Alors, bon, moi je pense il y a différentes manières de servir son pays. Si c'est ce dont on a envie dans la vie, il y a différentes vraiment manières de le faire. Et j'ai eu l'impression, moi, d'avoir essayé peut-être certaines voies et puis finalement d'être arrivé à celle qui me convenait le mieux. Quand j'étais ici au lycée, donc ça remonte à 1993, 1993, comme diraient nos amis belges, c'était il y a très très longtemps quand même. Hein, je mesure. La promo d'après moi. Et donc, à ce moment-là, je pense que j'avais déjà envie, entre guillemets, j'ai pas envie d'une carrière internationale, quelque chose, un langage qui m'entraînerait loin de la France, mais j'avais plutôt effectivement envie de rester en France, d'une certaine manière, oui, de travailler pour la collectivité. Il y avait cette idée, mais je ne suis pas allé, je dirais peut-être tout de suite dans ce qui aurait pu être la voie un peu naturelle et la plus directe, notamment celle des études de sciences politiques, pour une raison simple et qu'on a peine à croire aujourd'hui, mais c'est qu'en 93, Internet n'existe pas. Les sources d'information, le moyen de savoir finalement où se présenter, quel concours, etc., tout ça est presque finalement se sait par relation. Si vous avez la chance de connaître quelqu'un qui a fait l'école, qui vous en parle. Et donc, à l'époque, je dois dire que vraiment par manque d'informations, je suis dirigé vers les études qui, moi, me paraissaient correspondre le mieux à ce que j'aimais faire. Je m'intéressais, dû beaucoup travailler les mathématiques. Moi, ce n'était pas vraiment du tout mon fort, mais j'étais en C à l'époque, l'équivalent ancêtre de S. Et donc, je faisais des maths, et ça commençait vraiment, après le bac, à me lasser un peu. Et donc, je voulais faire de l'histoire géo, de la philo, des langues. Et tout ça me plaisait beaucoup. Et donc, je suis allé en prépa commerciale. Et j'ai découvert ensuite, effectivement, que probablement la filière Sciences Po aurait été mieux adaptée à ce que je voulais faire. Mais à l'époque, ça ne s'est pas présenté comme ça. J'ai choisi ce qui me paraissait le mieux. Donc j'ai eu du plaisir à le faire. Et j'ai eu la chance, effectivement, de rentrer dans une bonne école de commerce, donc l'ESSEC à Paris, enfin Sergi Pontoise exactement, et où j'ai assez vite, là aussi, fait un peu le tour de ce à quoi l'ESSEC destine. C'est quand même essentiellement des emplois de cadres en direction générale dans les entreprises, de consultants, et à l'époque, à la grande époque de Andersen Consulting, enfin donc on recrutait ou même des cabinets comptables, et donc on recrutait beaucoup d'auditeurs comptables. C'était pas une carrière qui me passionnait. Et j'étais plutôt déjà, moi, à essayer de me destiner, par exemple, j'ai fait un apprentissage à l'ESSEC,
Pendant 2 ans, j'ai travaillé en alternance dans une entreprise et à l'ESSEC. Ça avait l'immense avantage, je le dis parce qu'il y a plein d'écoles qui proposent ces formules en apprentissage. Un immense avantage, c'est que c'est l'entreprise qui paye les frais de scolarité de l'école. Alors, quand il s'agit de frais de scolarité d'écoles de commerce qui sont extrêmement élevés, ça présente un vrai intérêt. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'écoles qui, parfois très... tout ont cette possibilité, je crois, aujourd'hui, d'avoir un cursus en apprentissage. Donc ça, et j'étais plutôt parti pour travailler dans une banque publique. J'étais à la Banque du développement des PME, ça me plaisait bien. Et puis, il y a eu une opportunité qui était que, étant en apprentissage, l'obtention de mon diplôme était décalée. Et je me suis retrouvé avec 6-8 mois devant moi où je pouvais faire ce que je voulais vraiment. Et il y a un truc auquel j'avais envie de me confronter, c'était le concours de l'ENA. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai 6-8 mois, comment les occuper utilement? Je me suis inscrit à Dauphine, à Paris-Dauphine, à l'université, parce que quand on est en école de commerce et qu'on prépare un concours comme l'ENA, il nous manque énormément de choses. À la limite, en économie ou en macroéconomie, on était plutôt mieux armés, mais en droit administratif, en droit constitutionnel, naturellement, c'était pas du tout au bon endroit et avec les bons professeurs. Donc, je suis allé à Dauphine pour compléter cette formation et essayer de couvrir un peu mieux le programme. Et puis, ça a fonctionné. Et je suis ensuite que cette année-là, sur les 52 élèves qui étaient rentrés par le concours externe à l'ENA, j'étais classé 50e. Donc, c'est pas passé très très loin, mais c'est passé dans le bon sens. Et donc je me suis retrouvé cette fois-ci. Alors ça, c'est une grosse bifurcation, parce que là, cette fois-ci, je n'étais plus du tout en entreprise, mais je partais, puisque l'École nationale d'administration, on en a une image, je crois, tout à fait erronée généralement quand on la connaît, ou simplement au travers des quelques hommes ou femmes politiques qui sont passés par là et qui ont fait l'ENA. L'ENA, c'est une centaine de personnes formées tous les ans, à peu près moitié en externe, moitié en interne, donc des gens qui sont déjà dans l'administration, qui passent un concours pour évoluer. Et donc sur ces centaines de personnes passées par l'ENA et NARC qui sont formées tous les ans, il y en a 2 ou 3 chaque année qui font un peu de politique. Moi, dans ma promotion, j'ai un camarade qui est député de Lyon, et puis c'est tout. Tous les autres ont une carrière administrative. Donc l'immense majorité des gens qui font l'ENA le font pour servir l'État. Ils vont le faire en étant administrateurs civils, c'est-à-dire c'est vraiment les cadres, les éléments de base de la vie du travail dans les ministères. Tous les ministères ont des administrateurs civils qui sont les chefs de bureau, directeurs, sous-directeurs, directeurs d'administration centrale. Et donc, la plupart de mes collègues, eux, effectivement, servent aujourd'hui encore, camarades de promotion Copernic, donc je suis sorti en 2002, sont aujourd'hui préfets, sous-préfets, administrateurs civils au ministère des Finances, inspecteurs des Finances comme moi, ou conseillers d'État. Ils sont vraiment au service actif de l'État. Ok. Est-ce que, question, quand vous étiez lycéen, est-ce que vous aviez une fonction de délégué, alors je ne sais pas s'il y avait déjà délégué CDL ou ce genre de choses à l'époque, est-ce que vous occupiez des fonctions comme ça de représentant, de porte-parole? Oui, alors il y avait bien sûr les fonctions de délégué de classe, elles existaient. Et puis effectivement, il y avait déjà une espèce de petit comité de la vie lycéenne, enfin qui était réuni par les proviseurs. Je n'y ai pas toujours siégé, mais effectivement, je me souviens d'une année où j'étais l'interprésentant. Mais oui, c'est vrai que peut-être déjà qu'à l'époque, j'avais envie effectivement de représenter mes collègues. Je me souviens plus de l'avoir fait quasiment les 4 années du collège. Là, par exemple, au collège, j'avais été systématiquement délégué de classe à chaque fois. Au lycée, je ne crois pas que ça a été systématique. Voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole si vous avez des questions. J'ai encore quelques questions, mais n'hésitez pas à lever la main et à dire Monsieur De Vitezeu, j'ai un truc à dire. C'est le moment de l'interpeller, arriver en direct, même s'il sera facilement disponible et tout. C'est une occasion.
Voilà une question. Juste pour que je comprenne, donc vous voulez faire quoi, vous, par exemple? Vous savez? Ouais. Oui, voilà. Paul, ouais. Est-ce que vous le faites, Paul, peut-être, pour qu'on entende bien? Si on a les masques et tout, ouais, comme ça, et ça portera la parole. C'est une très bonne chose, merci d'être là. Mais après, en fait, je pense que la politique, à vrai dire, il y a des carrières, des filières qui peuvent y préparer davantage, mais en fait, la politique, vous pouvez la faire sans même avoir aucune formation. Enfin, il n'y a vraiment pas de... c'est un domaine dans lequel ce qui compte, c'est votre envie d'y aller, votre envie de vous investir, je crois que c'est pas un de mes auteurs préférés, mais Alain Minc dit, je n'ai jamais fait de politique parce que j'ai une autre conception du week-end. Bon, ben, la politique, si vous êtes prêt à consacrer vos week-ends à la collectivité dans laquelle vous êtes, la commune, le département, etc., si vous êtes prêt au sacrifice un petit peu quand même de temps personnel, de temps avec la famille, d'un certain nombre de passions qu'on peut avoir, ou on a de faire du sport ou tout un tas de choses, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, je pense d'ailleurs que les meilleurs hommes et femmes politiques sont ceux qui ont une carrière professionnelle qui, à la limite, n'est pas dépendante de la politique et qui, à un moment donné, se disent bon, ben voilà, je vais ménager pendant quelques années le temps de faire cet engagement qui me plaît au service de la collectivité. Et c'est, à mon avis, comme ça qu'on apporte des choses intéressantes, qu'on apporte notre manière de voir un problème ou un autre, et puis qu'on est indépendant. Parce que quand on a finalement fait sa carrière dans un domaine, qu'on ne dépend pas de la politique, c'est extrêmement important. Moi, j'y ai aussi toujours été très attaché parce que si je décide d'arrêter pour quelques raisons dans les semaines, les mois qui viennent, je redeviens un fonctionnaire de l'État. Je l'ai été pendant de nombreuses années, de manière très heureuse. J'étais au service de l'inspection générale des finances, un service d'audit qui est placé auprès du ministre des Finances, du ministre des Comptes publics, du ministre de l'Économie, et on est détaché sur une grande entreprise publique ou dans un service pour en faire l'analyse, et puis on fait des rapports, on propose transformation, enfin voilà, c'est toujours, c'est un service assez actif avec un esprit un peu commando, on part à plusieurs pendant quelques semaines à un endroit, puis on revient ensuite à Paris rédiger des rapports, donc c'est une vie assez plaisante. Si j'arrête la politique, moi je suis aujourd'hui en disponibilité, donc je ne travaille plus, je me consacre entièrement, donc j'ai plus de lien financier avec les services de l'État. Hein. Je perçois des indemnités comme élu, et c'est ce qui me permet de vivre. Mais si je décidais de retourner dans les services de l'État, eh bien j'y reprendrai mon travail avec beaucoup de plaisir. Et bon, il y a donc, je pense que c'est pas mal d'avoir une vie professionnelle, et puis à côté, si on le souhaite, il n'y a non plus rien d'obligatoire, un engagement politique variable. On peut être conseiller municipal, assister donc à quelques réunions de temps en temps, et puis s'engager davantage. Et puis si ça vous fait envie, si vous y prenez goût, et bien allez plus loin. C'est intéressant d'entendre ça en fait dans ce que vous dites, cette dimension d'engagement. C'est intéressant d'entendre. Enfin, c'est-à-dire que le politique s'exprime lui-même sur son action, d'avoir ce revers de la médaille en fait qu'on voit pas, parce que il y a le pouvoir et la représentation du pouvoir. Hein, un peu avec cette idée facilement répandue, la place est bonne, avec la représentation du pouvoir et de la puissance. Alors qu'il y a cette dimension sûrement première pour tout politique, pour toute personne qui s'engage, presque sacrificielle, vous l'évoquiez tout à l'heure, enfin, c'était consacrer son temps en fait. C'est pas pour le malheur, hein, ça n'a pas forcément un sens. Enfin, voilà, donc c'est intéressant, c'est une chose que je relève, et puis l'autre chose, c'est peut-être aussi sur la bascule entre la politique et le civisme, en fait. Donc, on peut faire de la politique sans avoir, j'élargis, en fait, sans avoir de fonction politique. Enfin, je pense ici au civisme, ou l'engagement civique.
Je joue un peu sur cette ambiguïté-là, moi, dans l'enseignement moral et civique. C'est-à-dire que finalement, l'engagement dans une association peut être une forme d'engagement politique, c'est-à-dire au sens, pas forcément politisé, mais pour les autres et pour le bien commun. Et c'est peut-être certainement dans ce terrain-là que peut finalement parfois se discerner le sens d'une action et peut-être un engagement plus approfondi d'un coup, donc peut-être dans la participation à une campagne, mais ça peut être aussi simplement à l'échelle de son village, son association, son quartier. C'est des choses que je remarque en fait. Au bout d'un syndicat, moi je suis, les engagements syndicaux sont aussi de très beaux engagements, de la même manière que quand on s'engage dans une collectivité ou dans une association, on peut rendre service aux autres, les aider et les représenter dans des discussions, des négociations. Voilà, il y a vraiment les différentes formes d'engagement et je pense qu'on a tous besoin de ça en fait. Je pense qu'on a tous besoin et il y a simplement des gens qui arrivent à trouver cette forme d'engagement qui leur convient, mais je crois quand même que la plupart des êtres humains sont altruistes à des degrés divers, mais ont quand même envie plutôt de faire le bien de la collectivité, de travailler. On a beaucoup dit que nos sociétés étaient des sociétés individuelles, ils laissent tous les gens ne se préoccuper que d'eux. C'est pas exactement ce qu'on voit quand même. On voit quand même aussi beaucoup de gens qui s'investissent notamment dans le monde associatif. On est un pays qui adore ces associations, qui est tout à fait passionné par cet engagement-là. Et c'est quand même toujours, même si c'est une association qui vous fait partager la passion pour le macramé ou la boule de fort, voilà, vous partagez quelque chose avec d'autres et vous essayez de le promouvoir et de transmettre. Enfin, c'est pas seulement la satisfaction de son propre envie, besoin, intérêt perso et un peu égoïste. Quand on regarde votre carrière politique, donc, je vois deux choses. Il y a des fonctions qui ont été plus peut-être administratives, quand on parle de ministère des Finances, des choses comme ça. Et puis des fonctions qui ont été donc, qui sont liées à un poste électif, enfin où on est élu. Question que je poserais, on a parlé de sacrifice, on a parlé de joie, heureusement. Sinon, ce serait vraiment... Mais c'est important de le dire parce que, juste pardon de prendre... C'est important de le dire parce que je trouve qu'il y a une facilité qu'ont un certain nombre d'hommes et de femmes politiques de se plaindre, qui est quand même juste un peu insupportable. Enfin, moi, ceux qui viennent à longueur d'émission expliquer que c'est très très dur la politique, attention, c'est beaucoup de sacrifices, tout ça. C'est pour ça que j'investais tout à l'heure au mot sacrificiel, parce que moi, vous n'entendrez pas vraiment pas dire ça. C'est un choix que j'ai fait, mais alors vraiment, si j'ai envie que ça s'arrête, ben, ça s'arrête demain matin. Enfin, donc, on n'est jamais obligé de se faire du mal dans la vie. Donc, s'il y a un truc qui ne vous plaît pas, ben, vous en changez et vous faites autre chose. Et donc, quand j'entends ah là là, les gens sont ingrats, ben, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que sur des projets, on ne soit pas compris et que donc, par exemple, à l'occasion d'une élection, on perde une élection, ça peut arriver. Mais je trouve qu'il faut quand même vraiment un sacré culot pour venir reprocher aux électeurs l'ingratitude. Pardon, c'est la règle, on la connaît. Quand on s'engage et qu'on se présente aux élections, on sait qu'on peut gagner, on sait qu'on peut perdre. On sait aussi que l'ingratitude, ben, chacun fait son idée personnelle et il faut vraiment des fois, honnêtement, un peu ça ressemble un peu à des jérémiades, je trouve, de certains hommes politiques, ou plus que les femmes d'ailleurs. Les hommes politiques se laissent un petit peu aller là-dessus. Je trouve ça pas très fair-play parce que ils ne sont jamais obligés de se représenter. Si ça leur fait tant de peine que ça d'être ministre, élu, ben, ils peuvent aussi effectivement laisser la place à d'autres. Là pour le coup, il y aura d'autres candidats. C'est un peu les deux revers de la médaille. En fait. On entend le côté, vous connaissez du côté donc, de la classe politique, peut-être avec ses plaintes, complaintes. Et puis d'un autre côté, du côté du peuple, je réalise un peu. En disant, c'est comme si c'était tout facile. Enfin, voilà. Alors que c'est beaucoup plus nuancé. On est dans un entre-deux. Alors, dans ce sens-là, par rapport à votre carrière politique, quels seraient les faits les plus marquants selon vous donc, voilà, que ce soit dans les fonctions auprès du ministère, des ministères à la présidence ou là en local, en tant que maire, peut-être les faits les plus marquants
joyeux, plus dur, je ne sais pas. Moi, je crois que j'ai toujours essayé d'apprendre, même quand, parce que, donc là, vous avez souligné, c'est très sympa, les moments plutôt heureux, les élections gagnées, notamment Charles-Louis Mézières, enfin j'en ai perdu aussi un certain nombre, et à commencer par 2 élections législatives, hein, pas juste celle de 2012, j'ai aussi perdu celle de 2007. J'en ai oublié. Je m'en souviens bien. Et quelque part, non, mais ça arrive pas à une douleur parce que je suis persuadé que au bout du compte, ça m'a plutôt servi. C'est-à-dire que je m'étais fait certainement à l'époque une idée du mandat de député. Alors je sais que vous avez reçu, je crois, c'est Pierre Cordier qui est venu ici. On devait, mais ouais, c'était compliqué avec le contexte Covid, donc ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire. Ça sera peut-être un jour. Ce serait intéressant de lui demander, de lui poser cette question, s'il est lui heureux, satisfait, et si ce qu'il fait comme député, c'était ce qu'il imaginait. Moi, je voudrais dire que quand je vois aujourd'hui ce que font les parlementaires, je ne les envie pas. Parce que moi, j'avais envie, parce que j'étais candidat en 2007 et en 2012, j'avais envie de porter des projets pour le territoire. Pour le coup, travailler au développement économique, travailler au développement d'un campus, d'une université, etc. Or, quand vous êtes député, c'est pas ça votre quotidien. Votre quotidien, c'est l'activité de législation qui est extrêmement prenante. Probablement que le pays d'ailleurs légifère beaucoup trop, mais ils y passent la moitié de la semaine s'ils veulent faire les travaux en commission, les séances de plénière à l'Assemblée ou au Sénat. Et puis ensuite, il y a toute l'action de contrôle du gouvernement où on reçoit justement les directeurs d'administration centrale, les ministres, on auditionne un certain nombre de dirigeants d'établissements publics. Donc c'est un travail d'abord très prenant, c'est un vrai plein temps, qui justifie d'ailleurs au passage, on a mis un terme au cumul des mandats parce que le mandat de parlementaire étant un plein temps, impossible en réalité de le cumuler avec quelque chose d'autre. Mais moi, je me rends compte que je n'avais pas forcément, que j'ai été candidat en 2007 et en 2012, une idée assez juste de ce que serait le mandat de parlementaire. Et donc, quelque part, je pense que les électeurs de la vallée de la Meuse qui m'ont renvoyé chez moi en 2007 et en 2012 m'ont rendu d'une certaine manière un service qui est de m'être dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Et comme conseiller municipal d'opposition, conseiller général, parce que je suis élu depuis 2008 sur Charlie, je dois dire que j'ai assez vite compris que c'était plutôt ces mandats-là, des mandats finalement d'élus locaux, avec un exécutif où on porte des projets. C'est là où on a un budget, alors c'est aussi parfois des contraintes, il est naturellement jamais illimité. Ce budget, on est, entre guillemets, soumis, on doit se coordonner avec l'action d'un certain nombre d'autres collectivités, parce que vous êtes le maire d'une ville comme Charleville-Mézières, chef-lieu du département, sur un certain nombre de sujets, vous devez vous entendre avec le département. On est en train, par exemple, de réaménager toute une partie du quartier de la Ronde-Couture. Bon. On réaménage nous des équipements sportifs, une piscine, un ensemble de salles de sport, et à côté, il y a 2 collèges qui doivent être supprimés pour être remplacés par un nouveau. Bon. Je pense que ça se compte en dizaines d'heures. D'ores et déjà, le temps qu'on a passé à essayer de bien se coordonner sur le site, sur comment on allait gérer les travaux, comment on allait financer le projet. Enfin bon. Donc, effectivement, quand on est un élu local, on n'est pas, flotte pas au-dessus du monde, et puis comme un Dieu créateur de nature, on créerait des choses, ça, là, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est plus en permanence dans la discussion, la concertation, parfois dans l'affrontement, parce que parfois on n'est pas d'accord. Mais finalement, c'est à cette condition-là qu'on construit et qu'on porte des projets concrets. Et donc, il y a eu des moments dans mon engagement. C'est beaucoup plus joli qu'à mon époque. Là, vraiment, vous avez gagné quelque chose. Hein. Bon, donc il y a des moments, oui, des moments de défaite qui sont finalement, je pense, des moments qui nous aident peut-être davantage que des victoires qui ouvriraient sur de la déception, parce qu'être élu à un truc et puis finalement découvrir que c'est pas du tout ce qu'on pensait et que même avec beaucoup d'efforts, c'est pas... On n'atteint pas finalement les objectifs qu'on avait profondément en soi. C'est toujours dommage.
Dans les moments importants, il y en a aussi un qui est, pour moi, l'expérience, donc conseiller à la présidence de la République pendant effectivement 5 ans. Ce qui fait que, au total, avec les 2 années avant 2005-2007, plus les 5 ans à l'Élysée, j'ai au total travaillé 7 ans pour Nicolas Sarkozy. Alors, il est probablement dans la vraie vie, au quotidien, un petit peu moins dur et âpre qu'on peut en avoir l'image vue de l'extérieur, mais enfin quand même ça use un peu. Ça reste un moment assez intense d'engagement. Mais c'est surtout que ça m'a appris là aussi, et ça m'a amené à la conclusion que ce n'était pas non plus ça qui m'intéressait le plus, que la dimension, notamment s'occuper du Grenelle de l'environnement. Grenelle de l'environnement, je ne sais pas si ce que c'est plusieurs textes de loi qui, adoptés entre 2009 et 2011, prennent un certain nombre d'orientations, donnent un certain nombre d'orientations sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, essaient de développer le véhicule électrique, essaient d'enclencher les logiques de sobriété foncière. Enfin, une grande partie des sujets qu'on trouve aujourd'hui dans la transition écologique ont leur origine dans ce moment-là, qui avait été un moment politiquement assez intéressant, où toutes les associations tournant autour de l'écologie s'étaient rapprochées du président nouvellement élu pour adopter un certain nombre de points et les mettre en œuvre. Alors, bon, je ne suis pas là pour faire la promo de ce moment-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une grande impulsion politique, une vraie ambition, c'était quelque chose de nouveau, intéressant, et je dois bien reconnaître que j'ai vécu, moi, comme une assez grande déception, le fait qu'au bout de quelques années, les résultats sur le terrain paraissaient assez minces. Donc, on a passé effectivement énormément de temps, et c'est probablement normal, c'est probablement difficile de faire autrement, mais à préparer ces textes, à adopter, il y avait pour chaque texte de loi, le Grenelle 2, ça devait être, je ne sais plus, quelque chose comme 140 ou 150 articles, il y avait donc 300 ou 400 décrets d'application à suivre, à mettre en œuvre. Donc, c'était un vrai train législatif et réglementaire à faire passer. Pendant ce temps-là, je ne peux pas dire qu'on ait énormément transformé la vie des gens. Alors peut-être qu'aujourd'hui, après quelques années, il faudrait réexaminer tout ça, mais j'ai ressenti moi quand même une espèce de frustration assez forte, de me dire, bon, même quand il y a une impulsion politique aussi forte, que tout le monde s'y met, il faut un temps infini pour arriver à convertir cela, et j'avais effectivement envie davantage d'action, et je pense que cette expérience, voilà, qui n'est pas forcément extraordinairement positive, mais m'a aussi amené à l'idée que le bonheur était probablement dans le fait de construire des projets au niveau local, qu'en général, même si ça arrive que parfois ça déborde un mandat, mais qu'en général, on conçoit à un moment donné dans un mandat et puis qu'on réalise dans le même mandat. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une temporalité politique qui est beaucoup plus resserrée. Alors là aussi, il y a parfois des délais, des délais d'études qui peuvent être assez longs, mais il y a encore tout le processus que je décris tout à l'heure, tout ça, ça prend du temps de construire un consensus sur, je sais pas moi, par exemple, ce qu'on va faire ici à Charleville-Mézières dans les mois qui viennent, réviser notre plan de circulation pour rendre la ville entièrement cyclable, sécuriser les piétons qui continuent malgré tout à avoir pas mal d'accidents dans Charleville-Mézières, ce qui est un vrai problème, régler parfois ça et là des problèmes de fluidité du trafic automobile qui a raison d'être. On est dans une ville de 46 000 habitants et on se demande bien pourquoi il faut un quart d'heure pour parcourir la bulle forêt à certains moments de la journée. Donc il y a comme ça un certain nombre d'objectifs très concrets qu'on se donne. Ça prend du temps de discuter avec tout le monde, de trouver l'ingénierie technique, l'ingénierie sur la participation des citoyens, de mettre tout ça en place. Mais concrètement, on avait inscrit ça dans notre programme au moment des élections. On avait dit au Parlement syrien, on va réviser le plan de circulation. Je ne vois pas pour quelle raison, même avec le Covid, pour lesquels on ne tiendrait pas l'engagement d'ici la fin de cette année. Donc il y a vraiment une effectivité de projets qui deviennent réels, une concrétude qui sont des choses extrêmement satisfaisantes. Ça c'est comme élu local, c'est une vraie satisfaction d'annoncer ce qu'on va faire, et puis de le faire ensuite, et de délivrer ces
ces engagements comme ça dans le mandat, qu'on a rarement et difficilement au niveau national, où vous êtes un petit peu quand même en permanence dans la communication politique, où vous anticipez des résultats, des faits qui, dans le meilleur des cas, viendront parfois après votre départ. C'est une question. Du coup, vous avez une carrière plutôt atypique, professionnelle, à déboucher sur de la politique. Et pour des élèves comme nous, vous nous conseilleriez à peu près quel parcours pour déboucher sur de la politique si on aime à peu près. Je reprends la question. Donc, quel conseil nous donneriez-vous, donc votre parcours est atypique, donc c'était justement la question à laquelle j'allais venir, donc c'est super, c'est des conseils pour les élèves, voilà. Qu'est-ce que vous leur indiqueriez voilà, par rapport à eux? Ça dépend vraiment de ce que vous entendez par faire de la politique. Si votre idée, c'est d'être un haut fonctionnaire de l'État, ce qui est une manière de faire de la politique, même si, on va vous dire que la haute fonction publique française n'est pas politisée, effectivement, oui, malgré tout quand même, c'est une manière de servir la collectivité, et puis il est quand même très fréquent que les hauts fonctionnaires aient un engagement politique d'un côté, de l'autre. Ça, c'est faut pas non plus, je crois, travestir la réalité. Donc, si c'est ça votre idée, alors effectivement, il faut, compte tenu du fonctionnement qui est celui de la fonction publique aujourd'hui, il faut passer les concours d'accès à la fonction publique. Là, il y en a toute une catégorie. Vous avez effectivement l'ENA qui permet d'accéder un peu au poste que j'évoquais tout à l'heure, mais vous pouvez aussi viser les IRA, les instituts régionaux d'administration, qui permettent de devenir attaché à l'administration. Alors c'est il y a 3 catégories dans la fonction publique. Catégorie A, les fonctions de conception et d'encadrement, les fonctions de cadre, on va simplifier, les fonctions d'encadrement intermédiaire, catégorie B, puis catégorie C, les agents d'exécution. Dans la fonction publique, les 3/4 des agents sont des agents d'exécution. Catégorie B, qui sont quelques pourcents, et puis catégorie A, c'est vraiment la catégorie la plus petite, mais c'est celle qu'on voit le plus. C'est effectivement ceux qui dirigent les administrations. Donc si c'est ça votre idée, il faut passer le concours parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Ça fonctionnera d'ailleurs peut-être pas toujours comme ça, parce que une tendance quand même aussi de la fonction publique, c'est de s'ouvrir à des recrutements qui ne soient pas toujours des fonctionnaires à vie, qui ont passé le concours et qui ensuite font toute leur carrière. Et je pense que ce serait une respiration assez heureuse, par exemple, dans les ministères, que sur un certain nombre de postes, on aille chercher des gens qui sont universitaires, des gens qui ont une autre expérience, qui n'ont pas forcément cet engagement de cette carrière à vie dans la fonction publique. Mais si aujourd'hui c'est là que vous voulez aller, alors entre guillemets, la meilleure voie c'est d'aller faire des études de sciences politiques quelque part, et puis de passer les concours ensuite, de préparer l'ENA, IRA. Vous pouvez passer aussi l'Institut national d'études territoriales, INET, qui forme les administrateurs territoriaux. Donc ça, par exemple, à Charleville-Mézières, il y a une administratrice territoriale qui a 36 ans, qui est sortie de l'école il y a 2 ans, qui est la directrice générale des services de la ville, et qui, je crois, se plaît beaucoup dans ce qu'elle fait. Et elle dirige 1200 personnes, tous les services de la ville de Charleville-Mézières. Donc là, il y a effectivement une gamme très large de concours. Je n'oublie pas non plus, en ce moment, je crois qu'on leur doit beaucoup tous les concours de la fonction publique hospitalière, de directeur d'hôpitaux. Il y a aussi une magnifique carrière à faire. On vient de recruter, nous, un directeur, nouveau directeur, là, il n'a pas 40 ans, le nouveau directeur de l'hôpital Nord-Ardennes. Il doit avoir, lui, 3000 personnes dans ses services au total, entre Charleville, Sedan, Fumay et Nouzonville. Et il a un budget de plusieurs dizaines de millions d'euros, si ce n'est pas. Il doit probablement être supérieur à 100 millions. Donc voilà, il y a des enjeux extrêmement importants et c'est des carrières magnifiques. Mais si ça pour vous c'est une manière de servir la collectivité, alors voilà, les choses sont assez ouvertes. En revanche, si votre idée c'est de vous présenter aux élections, ça, je ne sais pas quel âge vous avez, mais à partir de 18 ans, toutes les élections, regardez-les et puis essayez de voir comment vous pouvez vous engager, trouver peut-être un parti politique qui corresponde à vos idées. Alors, je sais que le succès que je vais avoir en vous disant ça au jour d'aujourd'hui va être modeste, parce que les partis politiques ont
une image tellement dégradée et décriée, mais enfin, comme dit la Constitution, il concourt à l'expression du suffrage et ça reste quand même peut-être utile pour rencontrer d'autres personnes avec lesquelles vous allez pouvoir, au moins en partageant un certain nombre de valeurs et d'options politiques, d'options d'organisation de la société, et bien ensuite vous présenter à des élections. Enfin, voilà, donc ça dépend vraiment de ce que vous mettez derrière faire de la politique, parce que j'insiste, il y a vraiment plusieurs manières, effectivement, d'être utile à sa vie, de son pays, et de s'engager en faveur de la collectivité. Personnellement, quand je parle de politique, c'est pas forcément une carrière linéaire, comme vous avez dit. Il y a beaucoup de métiers que je connais pas, comme ce que vous avez énoncé. Et du coup, j'aimerais bien faire des études qui débouchent sur différentes carrières et au fur et à mesure du temps, trouver ce qui me correspond. Alors je pense qu'effectivement,